Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le bonheur d'avoir une personne que personnellement j'aime beaucoup, qui est un de nos partenaires préférés à l'Odyssée, qui est le patron de la BNU, Bibliothèque nationale universitaire. Et il s'agit évidemment de Alain Colas, qui est ici présent, que je salue. Bonjour Alain, merci de nous faire l'amitié d'être là. Et avec la BNU, nous avons déjà une collaboration qui s'intitule La BNU fait son cinéma. On a plein d'autres projets, mais c'est prématuré d'en parler. Et donc je voudrais profiter de la présence d'Alain pour lui demander un peu comment se passe le déconfinement par rapport à la BNU. C'est la première question que je te pose. Peut-être, comme on a des moyens un peu rudimentaires, si tu veux bien parler fort. Je vais essayer de parler fort. Merci. Oui, alors on est effectivement en plein déconfinement. Déjà pratiquement 2 semaines que nous sommes en reprise d'activité, très exactement. Mais très progressivement. C'est simplement depuis la semaine dernière que nous avons repris le service de prêt de documents et d'ouvrages. Qui était très attendu, puisque nous avons eu plus de 2700 réservations en 4 jours, c'est-à-dire pratiquement 5 fois plus que les jours habituels. Tout cela à organiser avec toutes les précautions nécessaires sanitaires, donc vitrage en plexiglas, banque de prêts nettoyés, ordinateur nettoyé, etc. Et évidemment, le port de masque obligatoire pour le personnel. Et pour ceux quand ils reviendront, pour les usagers? Alors nous sommes en train de travailler justement là aussi à un retour progressif de lecteurs dans les salles, mais ce sera dans un calendrier encore assez lointain. Et certainement progressivement, quelques places disponible peut-être à partir de juin et une ouverture légèrement plus large en été. Mais la vraie reprise sera en septembre. En septembre, très bien. Et donc, toi, tu sens qu'il y a une volonté des gens de venir oui, en nombre, quoi. Oui, ça c'est très fort, puisque pour la reprise, nous avions prévu évidemment le maintien de tout ce qui était télétravail, ce qui a été fait. Mais on avait aussi beaucoup incité les collègues à aménager leur temps de travail, à venir progressivement. Mais en fait, aujourd'hui, on est à plus de 50% de présence personnelle, beaucoup souhaitant effectivement reprendre pied dans la bibliothèque. Et le public, lui aussi, tu penses qu'il viendra presque autant que, ou pratiquement autant qu'avant, ou il y aura certainement plus au mois de juin. En été, c'est toujours moins important en termes de public, en termes de fréquentation. Mais il y a une forte demande, en tout cas, d'étudiants qui sont en grande difficulté, en grande précarité, pas seulement financière, mais tout simplement d'espace disponible en fait, pour travailler. On a été sollicité très fortement par un certain nombre d'étudiants dès le début du confinement, pour nous supplier de pouvoir les accueillir, parce qu'évidemment, rester dans leurs 9 ou 10 mètres carrés toute la journée, c'était impossible pour eux de se concentrer et de travailler. Évidemment, on n'a pas pu satisfaire à ces demandes, mais ces sollicitations sont récurrentes encore aujourd'hui. Donc, personnellement, je souhaiterais qu'on puisse apporter une réponse à ces étudiants. Mais évidemment, il faut toutes les précautions nécessaires. Je ne pourrais pas le faire sans l'adhésion du personnel. Voilà, on est en train d'y travailler. Merci Alain. Alors je profite de l'occasion aussi pour te rendre hommage. Moi, j'ai que des hommages à te rendre. Sinon, à reprocher au ciel de ne pas nous donner l'occasion de te voir aussi souvent qu'on le souhaiterait. Mais j'avais lu dans la presse que tu avais retrouvé des masques et que tu les avais donnés à une pharmacie. Et nous aussi, on avait retrouvé des masques. C'est la raison pour laquelle je me suis d'ailleurs, sous le coup de la sorcière, comme disent les Italiens, et en alsacien, fait un lumbago. Et on l'a donné à la même pharmacie à l'époque où il y avait vraiment une pénurie immense de masques, notamment pour les personnels soignants privés.
Alors, évidemment, je pense qu'on ne va pas dire les choses sur la sidération, parce qu'il y a 4 mois, on nous aurait dit voilà ce que vous allez vivre. On aurait dit allez, Au moment des vœux, oui. Voilà, des vœux, ça n'aurait pas été possible d'y croire. Et pourtant, c'est arrivé. La réalité dépasse la fiction. Et c'est sûr qu'il faudra que le monde d'après soit différent du monde d'avant, parce que c'est un fiasco du monde d'avant. La gestion à flux tendu, etc. J'ai eu l'occasion d'en parler, déjà dans d'autres rubriques. Qu'est-ce que ça t'a inspiré à toi comme réflexion? D'abord à titre personnel, le fait d'avoir été obligé d'être confiné pendant près de 2 mois, et par rapport à la place, à l'activité et à la nécessité. Dans le monde du spectacle, on dit « the show must go on », la nécessité de continuer cette action de service public que vous menez, vous, à la BNU de Strasbourg. Bon, d'abord, personnellement, ça remet les choses un peu en place. On est obligé, là, pour le coup, de prendre conscience de ce Je tourne un peu le bouton du son, voilà. de ce qui est en fait le plus essentiel, au-delà même de nos préoccupations professionnelles, de toutes les conséquences qu'a eu ce confinement. Alors, pour ce qui est de l'activité même, il faut rappeler que la BNU, c'est avant tout une bibliothèque. C'est comme pour beaucoup d'autres institutions, y compris les institutions culturelles, c'est effectivement la prise de conscience du retard que nous avions en termes d'offres, diversité d'offres, surtout au travers du numérique. Donc, même si nous avons maintenu tout le confinement, tous nos services et ressources numériques, ça avait quand même une limitation. On n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait souhaité. En particulier par rapport à notre offre de valorisation et notre offre culturelle. Je pense notamment à nos expositions. Il se trouve que quand on a fermé, nous avions 2 expositions qui venaient d'être inaugurées. Et on a dû fermer tout le public. Et là, on a été complètement désarmés, parce que nous n'étions pas prêts pour, par exemple, des expositions virtuelles, etc. Alors nous y travaillons maintenant. Nous sommes en train de préparer l'après, en tout cas par rapport à une des expositions, l'après-confinement, avec justement l'offre d'une exposition virtuelle. Mais on le fait simplement maintenant. Donc tout ça est à repenser. Ça, effectivement, ça nous remet en question par rapport à un certain confort vis-à-vis d'un public qui est présent, qui vient ou qui ne vient pas, mais qui, en tout cas, qui est physique, à, disons, un saut dans une certaine aventure numérique, plus virtuelle, avec du public qu'on ne connaît pas forcément. Donc, ça ouvre des perspectives assez vertigineuses, et je crois que ce sera un de nos chantiers, justement, pour les années à venir, de voir comment on peut sortir vraiment des murs de l'institution, présenter une offre alors qui ne remplacera jamais ce que nous offrons habituellement. La BNU, c'est 2000 entrées par jour, donc ça ne remplacera jamais ça, mais trouver aussi une offre complémentaire. Complémentaire, oui, c'est vrai. Alors écoute, merci pour toutes ces précisions, et je te souhaite le moins de difficultés dans le retour à une activité normale, qui ne sera pas tout à fait comme avant, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un traitement éprouvé qui aura été trouvé, ou un vaccin. Mais on sait que par exemple pour le sida, qui est aussi un virus, on n'a toujours pas trouvé depuis 40 ans, hein, je crois, de vaccin. Alors donc il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je voudrais te poser une question, parce que parfois on peut se dire oui, la culture c'est se faire plaisir, c'est surtout pour des bobos, c'est surtout pour une élite, l'essentiel de la population n'est pas concerné, donc à la limite c'est pas important. Et d'autre part, il y a un autre point de vue. Paul Lang, quand il était venu, notre ami commun, m'avait fait découvrir une citation que je ne connaissais pas de Churchill en 1940 ou 41,
pendant la guerre, il y a des membres de son cabinet qui disent eh bien, annulons le ministère de la Culture, et comme ça on pourra dépenser plus d'argent pour l'effort de guerre. Et Churchill, qui était un homme cultivé, mais enfin c'était pas son fond de commerce politique, si vous voulez, si tu veux, leur répond, mais vous me demandez d'annuler ce pourquoi nous nous battons. C'est-à-dire qu'en fait, la culture, l'art, et puis toutes ces activités liées à la culture et à la diffusion de la création, eh bien, sont justement ce qui distingue le simple consumériste du citoyen. Nous ne sommes pas que des tuyaux ambulants. Je voudrais que tu réagisses un peu par rapport à ça. Et pour t'aider, je vais te donner une autre citation que j'ai déjà utilisée, c'est Camus, qui disait que tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude. Alors la formule de Churchill a été assez abondamment citée dans les réseaux sociaux, et à juste titre. Bon, je pense qu'il y a la place pour différentes cultures, ou différentes expressions culturelles, aussi bien la culture que tu décrivais pour commencer, une culture un peu hors sol, effectivement, mais qui doit, à mon avis, comme aussi exister. Et il y a l'autre culture, alors je pense que, dont on est beaucoup plus proche, peut-être parce qu'on est assez éloigné de Paris, cette culture qui est beaucoup plus ancrée dans le territoire, qui a du sens dans l'espace où elle s'exprime, et surtout une culture ou une expression culturelle qui en fait fait appel à un certain nombre d'acteurs et non pas cantonné dans une spécialité, dans une spécificité. Enfin, moi je le dis de ma place, puisque à la BNU, alors c'est un choix, mais en même temps c'est presque obligatoire. Nous travaillons avec plein de partenaires et nous essayons de favoriser, en tout cas, nous adhérons en tout cas à des projets qui effectivement fait appel à la fois un fonds d'histoire commune, ce qui est tout à fait normal par rapport aux missions de la BNU, mais aussi à tout ce qui est aujourd'hui création, nouveauté, etc. Donc, ce qui me semble-t-il a le plus manqué aujourd'hui, alors il faut aussi, après, c'est là où je mets un bémol par rapport à ce que je disais sur l'après. Je crois que je continue à parler d'expression culturelle plutôt que de culture, a quand même besoin d'un public. Là, je rejoins tes préoccupations en tant que directeur d'un cinéma. Évidemment, ça c'est essentiel. Et dans la période qu'on a traversée, évidemment, c'est ce qui a le plus manqué, malgré toutes les tentatives de réexpression culturelle à travers les images, à travers le numérique, c'est quand même ce qui manque le plus aujourd'hui. Donc, alors, bon, il faudra peut-être là aussi sur ce plan réinventer des choses, mais moi, je ne suis pas le premier acteur à cette question. Mais je te remercie. Juste une question supplémentaire. Je pense que vous avez eu un cahier des charges sanitaire à partir du moment qui réglemente les choses. Donc on vous impose une réduction du public parce que nous, on ne sait pas encore pour la réouverture des salles, mais probablement ce sera un siège sur 2 ou un siège sur 3 ou un siège sur 4. C'est-à-dire entre 25 et 50% des capacités des fauteuils des cinémas qui pourront être remplis. Alors, on n'a pas de directive précise de ce type-là. Alors, ces indications sont valables pour ce qui est de notre auditorium. Oui. Le jour où on rouvrira l'auditorium, il faudra effectivement respecter ces distanciations. Le jour où on rouvrira nos salles d'exposition, là aussi, il faudra respecter un minimum d'espace pour chaque visiteur. Pour le reste, on n'a pas de précisions de ce type-là. D'abord, il y a eu une mesure annoncée, c'est donner la possibilité aux bibliothèques d'ouvrir.
Alors, c'est une situation très particulière pour nous, puisque nous sommes à la fois une bibliothèque universitaire, donc dans l'emprise de l'enseignement supérieur, qui n'autorise pas le retour des usagers. Et nous sommes aussi une bibliothèque publique, et pour lesquelles on a autorisé l'ouverture. Donc c'est un peu compliqué, et c'est aussi une difficulté aussi pour faire comprendre au personnel comment on se situe, et que, me semble-t-il, on a une mission d'aller un peu plus loin qu'effectivement une simple bibliothèque universitaire. Donc là, on n'a aucune directive, et les bibliothèques de leur métropole sont dans la même situation. Ils ont presque, me semble-t-il, une injonction d'ouverture, mais c'est après à vous de vous débrouiller pour les distanciations, etc. Donc nous, le scénario sur lequel on travaille, c'est vraiment une place sur deux. Donc on va enlever des chaises. C'est des espaces bien visibles pour pouvoir contrôler. Donc ça va réduire considérablement la capacité. Donc on est à peu près dans les mêmes problématiques que toi. Alors, bon, tu vois, c'est une très belle salle, on vient de renouveler toutes les ampoules, mais en même temps, c'est une salle vide. Or, le propre d'une salle de cinéma, c'est d'être le moins vide possible. Et j'espère qu'on va reprendre le plus vite possible, probablement à partir de la rentrée. La BNU fait son cinéma avec des projections de débat, comme on avait l'habitude de faire, avec un public qui sera forcément plus limité. J'espère me tromper, mais j'en ai bien peur. Je voudrais te poser la question suivante, en m'excusant quand je tousse, mais c'est le fumeur de cigares, tu vois, qui est là. Et tu sais ce qu'on a dit, qu'il paraît que la nicotine protège en tout cas du virus. On l'a dit à un moment. Voilà, oui. Donc on s'accroche à ce qu'on peut. Et toi qui es un cinéphile très cultivé, très fin connaisseur du 7e art, je voudrais que peut-être tu me dises aussi quelle est d'après toi l'importance des salles de cinéma, qu'elles soient à caractère associatif comme la nôtre, ou à vocation grand public, ou purement et simplement à réessai. Moi je pense que c'est un bien commun d'une ville que ces salles de cinéma, et c'est important de les aider pour qu'elles puissent retrouver un public le moins limité possible, le plus rapidement possible, sans pour autant mettre en danger la sécurité des publics et aussi la sécurité des personnels qui travaillent, bien sûr. Alors, je rebondirai d'abord sur ce que tu as dit, sur cette impression de vide pendant toute cette période. C'est une impression que moi j'ai vécue aussi dans la bibliothèque. Il se trouve que dans mon confinement, j'ai été confiné dans la bibliothèque, puisque je suis logé sur place. Et donc amené à faire régulièrement des rondes dans ces espaces complètement vides, où habituellement c'était rempli, en particulier d'étudiants. Donc pendant de longues semaines. Il y a un film d'Ophuls qui s'appelle La Ronde, donc peut-être qu'on pourra le montrer une fois ensemble. Qui vient de sortir, je crois, en DVD. En DVD oui. Donc voilà, donc je te comprends tout à fait sur ce sentiment de vide et d'inutilité. Alors, pour ce qui est des cinémas, je vais pas généraliser. Je pense qu'il y a un cas particulier à Strasbourg, de par tout simplement la présence de l'Odyssée et de sa programmation. Et là, je te rejoins sur l'idée, effectivement, que, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça un bien commun, mais un bien propre et spécifique à Strasbourg. Je crois, moi je ne connais pas d'autres villes qui peut se payer, qui fait ce choix de financer un cinéma, une programmation aussi spécifique. Et je crois que ça, il faut le garder. Et peut-être même encore plus après cette crise. Parce que d'abord, moi je le dis d'autant plus facilement que, effectivement, j'ai été un cinéphile. Après, j'ai eu beaucoup moins de temps d'aller voir les films.
Mais ça m'a quand même appris le fait que, bon, et du coup, je ne me précipite pas sur les sorties, les nouveautés, etc. Et ça me donne le temps d'avoir du choix quand j'ai envie de revoir un film ou de voir un film que je ne connaissais pas. Et donc d'aller au cinéma vraiment quand on a envie, pas parce qu'on est incité à aller voir une nouveauté ou une sortie, etc. Et ça c'est une des richesses de l'Odyssée et de Strasbourg. C'est bien la raison pour laquelle, moi quand je suis arrivé, la BNF fait son cinéma avait déjà commencé. Mon prédécesseur Albert Barrault m'avait dit vous verrez, vous ferez ce que vous voudrez, vous déciderez, à vous de voir. Et sans beaucoup hésiter, on a continué. Parce que c'est une. Et je te remercie, on est très contents. Parce que c'est une vraie richesse. Voilà. Et parce que justement, c'est un cinéma, alors c'est assez remarquable par rapport à ça, c'est un cinéma qui s'installe effectivement dans la durée, dans le temps long, etc. Donc à un moment où les cinémas se créent, se construisent, se disparaissent, on construit d'énormes complexes, je pense qu'il est bien d'avoir un cinéma qui s'installe dans le temps long. Mais d'autant plus que moi, quand j'étais étudiant en prépa, je faisais à peu près 3 fois par semaine le mur, parce que j'étais à l'internat, pour aller voir des films. Et c'était dans un cinéma un peu comme ça, alors pas aussi beau que celui-là, mais un très grand cinéma. Dans quelle ville? À Rennes. À Rennes. À Rennes. Tu as raison de me demander. À Rennes, un cinéma qui s'appelait Le Rallye, et qui était tenu par un passionné, mais qui n'avait pas les moyens de chauffer sa salle, qui projetait avec un vieux projecteur qui faisait un bruit impressionnant dans la salle. Mais c'est là où j'ai vu tous les Woody Allen, tous les Scorsese, tous les De Palma, etc. Et ce cinéma a vraiment participé pendant plus d'1 an à ma vie. Et après mon départ de la prépa, ce cinéma a disparu. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre de cinéma qu'on devrait pouvoir réussir à réanimer, à refaire vivre, parce que c'est encore une fois des moments où on peut prendre le temps de voir toute une série, tous les Woody Allen, tous les Scorsese, et aucun cinéma aujourd'hui ne le propose. Ben, je te remercie. Et donc tu aimes beaucoup Scorsese, d'après ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai entendu, ou Woody Allen. Ben, on va programmer dès la réouverture, en hommage à toi, un film, et ça on le choisira ensemble et on le dira. Voilà, ce sera le coup de cœur d'Alain Colas. Comment tu vois l'avenir? Chaque fois que tu ne lui tournes pas le dos devant toi, tu diras. Mais tu crois quelles sont les leçons à tirer de cette crise, qui n'est pas seulement due à un virus venu d'ailleurs, un extraterrestre en quelque sorte, mais qui a aussi été amplifié par peut-être des faiblesses ou des insuffisances à caractère humain et politique? Je ne vais pas donner de leçons. Oui. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il faut revenir à des choses essentielles, qui aient du sens. Après, il faut traduire ça dans la vie, à la fois la vie quotidienne, mais aussi dans notre vie professionnelle. Il faut traduire ça peut-être politiquement, d'une certaine manière. Donc c'est toutes les problématiques écologiques, etc. Voilà, et dans les rapports avec les autres. Donc, je reprends ton expression, l'expression culturelle, il faut la défendre plus que jamais, ça a du sens, parce que nous sommes une société dans laquelle nous devons être, à titre individuel, des citoyens beaucoup plus que des consommateurs. Ce n'est pas une question de consommation de culture en s'empiffrant de confiserie, mais c'est une question d'exercice d'un regard libre et affranchi. Oui, et qui fait découvrir des choses, qui ouvre à la curiosité. Ça, il faut absolument revivifier cette mission culturelle. C'est
c'est autour de ça que nous construisons notre programmation. Et là, justement, on va retravailler une nouvelle programmation à partir de la rentrée. Et c'est vraiment notre credo, effectivement. C'est ouvrir à la curiosité, encore une fois avec des partenaires, parce qu'on ne sait pas tout faire, loin de là. On invite, on accueille, et on met en relation avec nos propres problématiques patrimoniales, historiques, toute question reliée à la connaissance, au savoir, etc. Eh bien écoute, moi je t'écoutais en buvant du petit lait, comme on dit, et je t'avertis tout de suite, comme ça tu as 2-3 secondes pour te préparer. Je te laisserai le soin de dire le mot de la fin, mais je voulais te remercier au nom de toute l'équipe de l'Odyssée et en mon nom propre, et vous dire que parfois on regarde de façon un peu étonnée derrière la caméra du portable avec lequel on filme. C'est tout simplement parce qu'il y a une sympathique et dynamique collaboratrice qui nous indique le temps qui passe. Donc c'est pas du tout parce qu'il y a un monstre qui est sur le point, un alien, qui est le point de s'abattre sur nous. Je te laisse le mot de la fin. Écoute, d'abord, je te remercie, Farouk, de m'avoir invité. Je m'excuse de ne pas avoir répondu tout de suite parce qu'on était en pleine reprise, d'activité. Mais effectivement, comme tu disais, on a des projets communs au-delà de nos rendez-vous Bénéfice Cinéma. D'ailleurs, il faudra aussi faire évoluer, je pense aussi, ces rencontres. Alors, nous avons, en tout cas, en ce qui nous concerne, à reconstruire une programmation, puisque nous avons dû tout arrêter à un moment donné. Et on le refera évidemment avec toi. Et j'en profite pour annoncer on a simplement reculé la date d'ouverture de la grande exposition 2020 de la BNU, qui s'appelle justement 2020, consacrée au vin. On avait déjà programmé d'ailleurs des films avec toi, donc il faudra qu'on retravaille ensemble. Et je pense que ce sera l'occasion de le faire. Mais on a plein d'autres projets pour lesquels on sera amené évidemment à collaborer. Et on pourra faire un cycle, par exemple, 24 bouteilles à la seconde, puisque c'est le vin qui sera le thème de l'exposition. Voilà, merci beaucoup, cher Alain. Merci, Farouk. À très bientôt.